Salut les marques, salut Smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch chaque semaine. On analyse ensemble tous les shows de la WWE et ce week-end, c'était le gros week-end de l'été. SummerSlam, le WrestleMania estival. Pour m'accompagner dans cette grosse analyse de l'événement le plus attendu du mois d'août, j'ai avec moi l'ami Ringside. Salut Ringside. Salut IRM, salut tout le monde, très heureux de vous retrouver pour cette review de SummerSlam, la grosse fête de l'été. La grosse fête, voilà, c'est tout le monde est en vacances, nous aussi, mais notre devoir nous appelle. Ringside, nous sommes venus dans les studios, voilà, entre deux sessions plage, voilà, on a encore du sable là dans les tongs, et on va pouvoir attaquer ce week-end. Je te propose très rapidement de rester très factuel sur le SmackDown, le fameux Go Home Show qui a précédé SummerSlam. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Solo Sikoa et Cody Rhodes ont eu un face-off, un face-à-face au micro, dans lequel a été donc déclaré que le match qui les opposera à SummerSlam sera régi par les règles de la Bloodline. Alors, ce sont des règles qui restent toujours un petit peu opaques. Souvenez-vous, elles avaient déjà eu lieu à WrestleMania et Cody Rhodes est prêt à en remettre une couche. Est-ce qu'on va avoir John Cena, le Taker qui vont apparaître une fois de plus? À ce moment-là, on n'y croit pas trop, mais l'espoir fait vivre. Derrière, on a eu Andrade qui a battu le Carmelo Ace, la montée chaude d'NXT, mais qui refroidit un petit peu après une défaite du champion Speed, puisque visiblement Andrade est toujours votre champion Speed. Si vous ne le saviez pas, eh bien, vous le savez maintenant. C'est sur X que ça se passe, Speed. Ah oui, c'est toujours sur Twitter, mais il faut être vif parce que c'est vite fini, ça passe très vite. Ouais, je ne sais même pas s'il y a des rediffs, on peut revoir les matchs quand même ou c'est. Il faut savoir se servir de X. Ah ouais. Je suis pas très doué avec ça. Je ne saurais pas vous dire. Bon, écoutez, en tout cas, on vous a donné l'information. Vous n'êtes pas obligé de regarder. Par contre, un match qui était immanquable, évidemment, c'était Baron Corbin et Apollo Crews qui affrontaient Legado del Fantasma. Malheureusement, Ringside, ce babyface turn du Baron ne lui sourit pas puisqu'ils ont perdu face aux Latinos. C'était Apollo tout seul, je crois, contre. Ah, c'est Apollo tout seul, oui, mais de facto, c'est quand même une petite défaite mentale pour Baron Corbin. Tu as raison. Et on est à fond derrière eux, cette belle équipe là, Apollo Crews, Baron. Qui a perdu Crews qui a perdu face à Santos Escobar, voilà, pour être tout à fait honnête avec vous. Voilà, faut dire la vérité plutôt que de mentir. Voilà. Allez, on va rester droit dans la vérité. Il y a eu un match pour le titre. Tag team féminin, et oui, puisque Jade Cargill et Bianca Belair ont tenté, je dis bien tenté, de récupérer leur précieuse ceinture double, en double féminin, face donc aux sorcières, Fire et Dawn. Mais elles n'ont pas réussi. Pourquoi, tu vas me dire, Ringside? Bah oui, pourquoi? Puisqu'il y a eu une intervention. Voilà, tout s'explique. Tout s'explique. Blair Davenport. Blair Davenport, un petit peu qui zonait depuis son call-up à NXT, qui était chercher des noises un peu à Naomi. Eh bien, elle est venue rejoindre un petit peu les rangs des sorcières. On ne sait pas vraiment encore pourquoi, si ce n'est qu'elles ont l'air toutes très méchantes. Et c'est une bonne raison, je pense, de se retrouver. Et puis c'est vrai qu'elle aurait tout à fait sa place dans une faction de sorcières. Là. C'est vrai. Blair Davenport, les potes. Elle a un côté un peu gothique qui irait très très bien. Et donc, Jade Cargill et Bianca Belair sont totalement absentes de SummerSlam. Donc déjà, c'était quand même peut-être une petite, pas surprise, mais une petite déception, même si on sait que ce fameux Go Home Show, ce fameux SmackDown, fait un petit peu partie du package. Ouais, c'est un peu le kick-off désormais, parce qu'il n'y a plus de match dans leur pré-show là. Donc voilà, on a maintenant SmackDown qui s'apparente au kick-off avec des matchs de championnat généralement, souvent. Ah oui, d'ailleurs, il y en a eu un deuxième justement du côté des mecs, puisque DIY dans le main event de ce kick-off, on va appeler ça comme ça, ce SmackDown kick-off de SummerSlam, a perdu ses titres. Quelques semaines aussitôt seulement. Gagné, aussitôt perdu.
Voilà. Et pourtant, nous étions à Cleveland, hein, la terre de Johnny Wrestling Gargano. Mais voilà, qui lui a pas porté chance puisqu'ils ont perdu leur titre face à qui? Face à la Bloodline 2.0 avec Tama Tonga et Jacob Fatu qui décrochent donc leur premier titre, hein, à la WWE. Voilà, sous la direction évidemment de notre ami Solo Sikoa, le nouveau chef tribal. Voilà, grosse victoire, hein, qui du coup offre les titres à la Bloodline, qui vont d'ailleurs se retrouver très rapidement, hein, sur les épaules de Solo Sikoa. Ah, Et c'était beau cette image c'était une belle image d'ailleurs. C'est sur cette image que se termine le show bleu Ringside, voilà, avec une Bloodline 2.0 très forte et qui annonce d'ores et déjà un main event complètement dingue. C'était comme ça, donc c'est déroulé ce SmackDown. Tu l'as dit, finalement, ça fait partie du pay-per-view, hein. C'est le gros kick-off finalement. C'est le gros kick-off. Ben, je te propose de partir tout de suite, de rester plutôt à Cleveland, mais d'aller dans le stade. Ouais, c'est énorme. Les Cleveland Browns, hein, l'équipe de football américain, ils en sont très fiers de ce stade. Un nouveau record évidemment a été tenu. Plus de 50 000 personnes. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais de toute façon, ce sont des chiffres voilà, qu'on a du mal à imaginer, hein, en tant qu'être humain. Oui, c'est vrai, ça frappe pas l'esprit comme ça le devrait, quoi. On plus de 50 000 personnes sont là dans ce énorme stade, grosse ambiance, voilà, c'est le gros décorum. Un décorum, quand je dis gros décorum, c'est un décorum qui va à l'essentiel et qui surtout aide à optimiser le rendement. Puisque c'est fini, hein, les énormes titans-troncs qui bouchent un quart de tout tunnel. Du stade. On vend des places maintenant, hein, donc. Waouh, t'as vu ça, c'était assez incroyable. Bah voilà, toutes les places étaient disponibles. Hein. Plus de monde qu'ils pouvaient mettre, plus de monde qu'ils ont mis. Hein. Je pense que c'est devenu le nouveau standard, hein, de toute façon. Il n'y a guère que le WrestleMania qui, pour l'instant, semble encore être à l'abri de cette configuration. Mais c'est vrai que voilà, on va vraiment droit à l'essentiel. Mais ça permet d'avoir effectivement des stades assez énorme et très rempli, hein, puisque ce nouveau record donc à SummerSlam pour un show américain, hein, parce qu'ils ont dû battre ce record peut-être à Wembley quand ils étaient à Wembley. C'est ça, en Angleterre à l'époque. Quand ils ont fait la grande époque, où on remplissait des stades et pas des arènes. Mais t'inquiète, ça va bientôt changer, vu les négociations qui se font à Londres, encore en ce moment même, j'en suis sûr. Oui. Là, je suis sûr qu'ils sont au téléphone en ce moment en train de finaliser les derniers points pour qu'on ait notre SummerSlam. Notre vrai SummerMania plutôt que ce que je dis SummerSlam. On s'en fout. Oui, SummerSlam on a déjà eu. Un vrai SummerMania qu'on veut à Londres. Bon, en tout cas, là, on est à SummerSlam et on est à Cleveland avec Jelly Roll, ce chanteur de country hip-hop que, évidemment, vous connaissez tous, hein, en France. Ah oui, hein. Oui, une superstar mondiale. Voilà, qui fait la chanson d'ouverture et qui, d'ailleurs, sera impliqué un petit peu plus tard dans un segment avec le Miz, qui est notre hôte pour SummerSlam. Il aura un hôte assez discret, hein, finalement. Oui, on l'a pas beaucoup vu, hormis dans ce segment. Mais il va nous faire quand même un petit segment rigolard un petit peu plus tard que je balance tout de suite, où il est avec R-Truth et ils se font un petit peu chambrer par Downtown Under et Jelly Roll va contribuer à mettre une grosse déculottée à coups de chaise sur l'Australien et l'Américain, donc Waller et Austin Theory. C'est l'instant rigolo, l'instant sympa. L'instant segment People. Visiblement, c'est un gros fan, hein, de la WWE, ce Jelly Roll. Il a pas hésité à sortir la chaise, à faire. Il avait le cascade, il a eu du mal à se relever quand même. Oui. Disons que si vous voulez rejoindre les rangs des superstars de la WWE, hein, tels que Logan Paul, qui aura un match ce soir, falloir un peu travailler le cardio et surtout le fait de se relever tout simplement. Hein. Voilà. Position assise à debout. C'est pas simple, voilà. Ça demande de l'entraînement. C'est pas facile. Des fois les matins, on a tous un petit peu de mal au réveil. Voilà. Mais bon là, clairement, il y avait un petit déficit de traction au niveau des genoux probablement. Hein. C'est ça. S'ils existent encore, évidemment. C'est exactement ça. On n'a pas de preuves pour l'instant de l'existence des genoux de Jelly Roll. Exactement. R-Truth qui confond comment il s'appelle, Downtown Under, là, je sais pas quoi, avec les Rock'n'Roll Express. Là, oui, c'était le de Hall of Famer, là. Les Rockers 2.0 quoi. Enfin, plutôt, bêta, version bêta des Rockers.
Ouais, c'était marrant. Il fait bah c'est qui alors le troisième, et là il y avait évidemment Jelly Roll qui attendait depuis 5 minutes avec sa chaise. Tellement il Oui, était pressé de bien faire. Donc c'était bon, beau. un petit moment sympa. Mais ça c'était en milieu de show. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel était l'opener? C'est une place importante, l'opener, finalement. On est à SummerSlam, c'est fini les cartes de 5 matchs. On avait 7 matchs ce soir, je crois, Ouais. à Ringside. Donc on était un petit peu plus gâtés. Donc la place pour l'opener, elle était quand même assez prisée. Eh bien, c'est Rhea Ripley, Mami, qui affronte Liv Morgan, qui va défendre donc son titre de World Women Champion, avec Dominique Dum-Dum qui accompagne Rhea Ripley, Liv Morgan, donc qui va tenter de défendre son titre et son honneur, elle qui s'est fait rejeter de façon dure, hein. C'était horrible ce qui s'est passé, les mots qui ont été prononcés par Dum-Dum. Il a donc révélé qu'il n'avait pas de sentiments pour Liv Morgan, que ses sentiments n'étaient pas partagés. Ouais. Il lui a brisé le cœur, on peut le dire. Oui. Et ben ce soir, elle va tenter, Liv Morgan, de briser le cul de Rhea Ripley. Et donc, c'est parti dans un match, ma foi, assez attendu, voilà, qui implique une fois de plus le Judgment Day. Un match qui va donc voir Rhea Ripley tenter de faire son Riptide, mais se manger un DDT. Ça va être voilà un petit peu tout l'enjeu. Hein. Qui va placer son finisher? Rhea Ripley qui est foncé dans le tas. Hein. Dès le début du match, Liv Morgan. Elle a même presque plié le match dès le début, quoi. Ouais. Avec un Riptide sur le coin du ring, là, elle a clairement, elle l'a défoncé direct, et puis elle s'est dit, je vais jouer avec la nourriture un petit peu. Et ça, il faut pas, hein, parce que. Ben non, elle vous joue avec Comment ça se passe après? Voilà. Et ouais, ça finit un petit peu par se retourner. D'ailleurs, elle est un petit peu blessée, Rhea Ripley, du coup, par Liv Morgan. Ah oui, il y a toute cette histoire d'épaule, là. Ouais, d'épaule qu'elle va devoir, qu'elle va à plusieurs reprises remettre en place. Une fois, 2 fois, 3 fois. Alors on se souvient, voilà, bon là ils en ont un petit peu abusé, ça devenait un petit peu cartoon. Mais au bout d'un moment, tu fais bon, soit là l'épaule qui se déboîte très facilement, soit effectivement, bon, on a joué cette carte de Liv Morgan qui avait réussi à déboîter l'épaule de Rhea Ripley, mais Rhea Ripley donc qui va remettre à plusieurs reprises son épaule à son emplacement initial. Donc voilà, je disais, donc on arrive un petit peu sur la fin, après ces moments un petit peu douloureux, effectivement cette Rhea Ripley qui aurait dû être très concentrée et qui peut-être s'est laissé un petit peu surprendre, qui a voulu trop jouer avec son adversaire, et du coup Liv Morgan qui va en profiter. Rhea Ripley qui va placer sa prise de soumission, l'épaule donc qui va reprendre plusieurs fois, ça je vous l'ai déjà expliqué, le backslide, le armbar qui est placé, mais Rhea Ripley qui résiste, l'énorme power bomb, énorme coup de tête également de la part de Liv Morgan qui va chercher une chaise, et là c'est le bordel, on arrive au moment un petit peu crucial, hein, la chaise, on sait ce que c'est, Dominique Mysterio, les femmes, les chaises. Voilà, hein, parce que ça, il se passe des choses. Attention à la disqualification, mais c'est Rhea Ripley qui n'a pas peur, hein, parce que c'est Rhea Ripley qui est parti chercher la chaise. Je crois que c'est Liv Morgan et c'est Rhea qui la récupère en fait. Oui, c'est ça, Liv Morgan qui a la chaise et Rhea qui récupère la chaise, qui la bloque avec un énorme coup de pied. Le Riptide, Rhea Ripley donc qui s'empare cette fois-ci de la chaise, et là, la bascule. C'est là que tout se joue. Tout se joue, puisque Rhea Ripley, à ce moment-là, s'apprête à frapper d'un énorme coup de chaise son adversaire, Liv Morgan, mais Dominique Mysterio l'en empêche. Et oui, empêche. Rhea Ripley le retient à la chaise. Morgan, Liv va en profiter pour s'attaquer à Rhea Ripley qui bouscule Dominique à l'extérieur du ring. L'Oblivion est placé, mais ça ne passe pas simplement de Dominique qui revient avec la chaise. Et là, voilà, deuxième temps fort de ce match. Il distrait l'arbitre. Dominique qui lance la chaise sur le ring. C'est son petit coup, souvenez-vous. Il a fait plusieurs reprises. Et Liv Morgan profite de cette énorme distraction qui est très très longue. Dominique ne lâche pas l'arbitre. Elle place son Oblivion sur Rhea Ripley qui s'écrase lourdement sur la chaise. 1, 2, 3. Victoire de Liv Morgan. À ce moment-là, si vous avez été attentif, vous avez remarqué quelque chose sur le visage de Dominique, une espèce de sourire qui était content de son coup. Mais c'est étrange puisque Liv Morgan a gagné
face à Rhea Ripley. Et alors Liv Morgan se relève et Dominic Mysterio l'embrasse. Le baiser fougueux entre Liv Morgan et Dominic Mysterio qui repartent ensemble. C'était donc prévu, cette distraction, cette chaise glissée sur le ring. Dominic Mysterio a trahi Mamie. La trahison est là. La trahison est là. Michael Cole complètement scandalisé par l'attitude de Dominic Mysterio. Il va le traiter même de fils de pute, hein, quand même. Simplement, oui, voilà. Hein, c'est pas banal, ça, de la part de Michael Cole. Ouais. Bah, c'est marrant, hein, parce que quand tu as fait le résumé des enjeux du départ, là, moi, je viens de finir de regarder Monday Night Raw et la situation a complètement changé, en fait. Grosse bascule. Grosse bascule, hein, voilà. Donc, beaucoup de scénarios dans ce match, hein, beaucoup de surbooking, comme on dit. Mais bah, du coup, ça a fonctionné du feu de Dieu, hein, puisque la trahison, même si elle était peut-être attendue de Dominic Mysterio, a mis le feu à la foule, hein. Ça a popé de ses morts quand il a trichouillé, quand il a distrait l'arbitre. Ouais. Alors c'était peut-être un petit peu alambiqué quand même, le petit coup d'empêcher Mamie d'utiliser la chaise. Bon, c'est vrai qu'elle risquait la disqualification, donc du coup. C'était ce qui était effectivement prévu à ce moment-là. Ce n'est pas forcément une trahison en soi, mais effectivement, il lui parle, il lui dit non, fais pas ça, ça va te disqualifier. Et du coup, ouais, c'est plutôt bien fait. C'était quand même pas mal fichu à ce moment-là. Ouais, mais parce qu'on y croit quand même à fond. On se dit oui, bah, il est toujours avec elle et tout. Ouais. Et puis finalement, non, il y a cette petite chaise jetée là qui fait basculer toute l'histoire. Voilà, la trahison est consommée. Ils font un très beau couple, hein, Dominic Mysterio et Liv Morgan. Mais alors, incroyable Dominic Mysterio, hein, alors il est vraiment parti la tête à claque qu'on détestait en gentil, jusqu'au heel ultime là de l'année qui vient de s'écouler. Et là maintenant c'est encore pire, hein, parce il est plus du tout à la botte de Rhea Ripley. Il a Liv Morgan sous son aile, c'est la championne. Il se pavane, il y a encore des trucs qui vont se passer, mais il y a tout qui fonctionne avec Dominic Mysterio, hein, c'est assez incroyable. Son look est incroyable, c'est sa face là, ses grimaces et tout, ça fonctionne aussi. Avec sa grosse moustache là, ouais, et c'est effectivement son petit veston à franges et ouais, il avait ses cheveux gras là qui dégoulinent. Ouais, c'est incroyable. Tu regardes les photos, je pense, il y a 3 ans et aujourd'hui, ouais. Il a pris en assurance, l'évolution, en confiance. Incroyable. On n'aurait pas parié un copec, hein, sur ce gentilhomme là qui commençait sa carrière en se faisant exploser par Brock Lesnar. Et où se prendre la fessée par son père. Mais écoute, une bonne entrée en matière, hein, pour ce SummerSlam là. On attendait effectivement des gros règlements de compte tout au long du pay-per-view, du PLE comme on dit maintenant. Ça a commencé très fort avec cette histoire là qui se déroule depuis des mois et des mois. On a un nouveau tournant, une nouvelle configuration là qui s'est mis en place et c'était super pour entrer dans le show. Le match est pas, il y a rien de vraiment exceptionnel dans le match, hein. C'était beaucoup de comme on a dit d'overbooking. Et puis mais tout le monde a bien fait son rôle et Liv Morgan est assez excellente aussi, hein, de son côté. Ah oui. Et puis Rhea Ripley, c'est du solide, hein, donc là c'est un peu un sans faute quand même pour démarrer le show, même si bon, on aurait peut-être voulu un match un peu plus spectaculaire, mais c'était pas le point, c'était pas le sujet là pour non. Malgré tout, elles ont offert une prestation solide. Ouais. Effectivement, il y avait une histoire à raconter, hein. Ouais, voilà, l'essentiel était ailleurs. L'essentiel était dans cette trahison, hein, qui effectivement, était prévue par Dirty Dom, voilà, qui avait tout prévu. Machiavélique. La malice, hein, le visage de la malice. Je regarde encore les photos quand ils s'en vont tous les deux. Ah là. On ne peut que les détester. Ah bah oui, moi rien que la photo m'énerve en fait. Rien que là, je vois tous les deux. Bon, écoute, un match qui a presque duré moins de 5 minutes. Et je dis bien presque parce que c'était un tie-breaker dans le concours de pronos dont je vous partagerai les résultats à la fin de notre analyse. C'est Bron Breakker versus Sami Zayn pour le titre intercontinental. Sami Zayn qui avait dit
qui avait déclaré que sa victoire face à Braun Breaker était due notamment parce que Braun Breaker l'avait un petit peu sous-estimé. Braun Breaker n'était pas focus, il était un petit peu trop foufou. Et Braun Breaker, il va être beaucoup plus focus ce soir, à tel point que le match va durer 5 minutes et 44 secondes. Voilà, le tiebreaker a failli passer. Un match donc, qui voit Sami défendre son titre face au fiston Steiner. On a eu donc c'était un match qui était assez court, très 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 classique. La grosse charge de Braun Breaker dès le coup de jeu. Allez, poteau. Allez, oui. Ouais, et dans le poteau, ça se retrouve un petit peu à je crois que ce soir tout le monde s'est mangé le poteau. Hein. C'est vrai que les poteaux ont beaucoup vibré. Voilà, effectivement. Pareil, le LEV kick est tenté, mais c'est évité. La grosse clothesline en courant de Braun Breaker. Cette fois-ci étant le Canadien, on se fout des grosses claques dans le coin. Le Frankensteiner pour le compte de 2 sur le Canadien. Un beau springboard, une belle clothesline et la Blue Thunder Bomb. Mais derrière, on place un Bulldog façon Steiner de la part de Braun Breaker. Derrière, c'est renversé en Blue Thunderdome par le Canadien, mais simplement 2. Et puis derrière, le Spear, le second Spear, et derrière, 1, 2, 3. Victoire quasiment expéditive dans une ère dans une Triple H era. C'est quasiment un squash, 5 minutes 44. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Applaudi, voilà, une victoire de Braun Breaker, applaudi même par Stephanie McMahon, qui visiblement s'était un petit peu perdue là dans les parce que sur une chatte, elle était un petit peu toute seule. Et voilà qui est fait. Qui est fait pour Braun Breaker. Certains l'avaient prédit malheureusement pour eux au précédent PLE. Et à SummerSlam à Cleveland, le titre intercontinental qui va déjà tellement bien à Braun Breaker. Qu'en as-tu pensé là de ce squash version Triple H? Ouais. On peut faire un très bon match en 5 minutes. Hein. Oui, c'est possible. C'est tout à fait possible. Je pense qu'elle était quand même complètement inévitable, cette victoire de Braun Breaker. On avait tous été surpris de sa défaite lors de sa tentative de prise de titre la précédente. Là, voilà, c'est la revanche. De toute façon, là, il est parti pour garder le titre un moment, je pense. Il a marché à peu près sur tout le monde. Sami Zayn était le seul obstacle un petit peu dans son ascension. Ça fait un moment que Sami Zayn avait eu le titre. Il n'y avait plus trop de choses à faire avec lui, je pense, pour l'instant. Il y a d'autres choses qui se présentent derrière lui. C'est un mec qui, de toute façon, Sami Zayn, maintenant, il va traîner dans le main event. C'est sa place. C'est aussi une belle réussite. Le match, il était quand même spectaculaire. Il est quand même de plus en plus impressionnant, en fait, Braun Breaker. Très rapide, très percutant. C'est une dinguerie, ce mec. Voilà. Et puis Sami Zayn, il sait quand même comment raconter une histoire, comment faire le nécessaire pour optimiser les 5 minutes là auxquelles ils ont eu droit. C'était super sans faute pour continuer le show. Ça n'y avait pas forcément besoin que ce soit plus long que ça. Ça prouve la puissance de Braun Breaker. Je veux dire, ça fait quand même un moment, même depuis ses débuts à NXT, qu'on le présente comme une force inarrêtable. Donc, ça est cohérent, quelque part. Il a fait un excès de confiance quand il a affronté Sami Zayn, qui est quand même maintenant un vieux routier du circuit, et puis on sait qu'il arrive à contrer un petit peu les statistiques. Donc voilà, maintenant là c'est vraiment Braun Breaker qui s'impose comme le nouveau champion. À mon avis, on va voir un truc dans le style de Gunther. Et bien on en est très content, parce qu'on l'aime bien, Braun Breaker. Il a réussi à nous convaincre, et puis de toute façon, Sami Zayn, il va partir vers de nouvelles aventures. Voilà, super match pour continuer le show. Moi, je suis content aussi d'avoir des matchs courts un petit peu, parce que trop de matchs longs, c'est un petit peu trop la routine, quoi. Ouais, c'est ce qui un petit peu avait fait défaut. C'est une petite frustration. C'est au précédent PLE, de par la formule de 5 matchs façon Triple H dans les pay-per-view, on va dire B, quoi, qui sont pas dans le Big Four, ou le Big Five, comme certains aimeraient que ça soit. Ça laisse pas de place à ce genre de match court. Là, on était à SummerSlam, il y avait 7 matchs, plus tout le bordel qu'il y a entre chaque match. Il y avait du coup
moyen de placer, effectivement, de surprendre, entre guillemets, parce que c'est pas non plus une surprise, mais presque hein, quand même, avec depuis que Paul Lévesque est aux commandes, d'avoir un match court. Alors voilà, un match court, comme je dis, un squash, c'était pas vraiment un squash, mais un match court dans les Triple H, c'est quand même plus de 5 minutes. Voilà. Donc, c'était pas du tout un squash en vérité, mais voilà, c'est l'effet que ça nous a fait parce que. Il fallait. Tu l'as dit, c'était inéluctable. Il fallait. On pouvait pas nous refaire une deuxième fois Braun Breaker qui passe à côté. C'était pas possible. Pas après tout ce qu'ils avaient fait, quoi. Pas après tout ce qu'ils avaient construit. Donc ouais, c'est énorme hein, quand même. Hein. Aussi jeune, à peine arrivé, elle est déjà décroché ce titre qui est redevenu prestigieux. Ouais. Non, mais là, on voit que Triple H, il est en train de positionner son futur. Hein. Il a pas du tout là, c'est la grosse différence avec Vince McMahon, c'est que lui, il a pas du tout comme option dans sa tête d'aller enterrer les nouveaux talents qu'il a formés à NXT. Hein. On sent il va leur donner leur chance à tous et quand il a un gros morceau là comme Braun Breaker, il va tout mettre derrière pour que ça fonctionne. Comme Vince l'avait fait avec Roman Reigns, je pense qu'il va expliquer la technique à tous les mecs dans lesquels il a investi à NXT ou au Performance Center. Et pour l'instant, ça prouve que ça fonctionne. Hein. Ouais, ça prouve ça fonctionne. Alors, un autre qui va enfin goûter à l'or, mais pour la peine, qui est un petit peu moins jeune. Ah oui, c'est LA Knight qui va tenter de décrocher enfin le titre US face à Logan Paul. Logan Paul qui veut pas le lâcher, hein, ce championnat américain. Ça fait quand même plusieurs centaines de jours qu'il est le détenteur de ce titre. On est à Cleveland et Cleveland, c'est la ville. C'est le hometown boy, Logan Paul. Il est chez lui, il débarque avec MGK, le chanteur, le rappeur, qui lui aussi est de Cleveland, hein, visiblement. C'est Machine Gun Kelly. Hein, Machine Gun Kelly qu'on a déjà vu, qu'on connaît. Eh oui, avec John Cena, je crois, non il avait une entourloupe avec Kevin Owens. Kevin Owens lui avait fait une powerbomb, je crois, sur le rappeur il y a plusieurs années. Donc effectivement, et puis il avait dû un habitué, hein, si on peut dire. J'avoue, j'ai pas reconnu du tout hein, quand il est arrivé. Ouais, c'est-à-dire que Logan Paul est arrivé, il y avait un agent de sécurité, il faisait un check aux agents de sécurité. Parmi eux, il y avait, parmi les deux agents de sécurité, il y avait le rappeur qui était là, un grand tout maigrichon. Hein, c'est sûr que voilà, lui et Jelly Roll, qu'on a retrouvé côte à côte un peu plus tard dans une image. Voilà, il y a une différence de gabarit. LA Knight, la foule était derrière. J'étais assez étonné, agréablement surpris que malgré le fait que Logan Paul soit l'enfant du pays, il se faisait quand même chaudement hué et LA Knight chaudement applaudi. Donc déjà bravo à LA Knight et à Logan Paul aussi dans un sens pour avoir réussi à conserver cette dynamique. Hein, parce que la foule était en délire sur l'entrée de LA Knight, hein, qui arrive d'ailleurs avec la Jeep, hein, le truck de Logan Paul. Qu'il a volé à SmackDown, on a oublié. Oui, on n'en avait pas parlé, mais voilà, maintenant on en parle. Il avait volé à SmackDown, et parce qu'il y avait une bisbille entre les deux. Et il va péter les vitres. Ouais, il avait piqué. Toujours avait son véhicule de fonction, et là il lui a pété la vitre. Et les Knight arrive donc après avoir pété le Prime Truck là pour aller affronter Logan Paul. D'ailleurs, en parlant de Prime, t'as vu, ça y est, ça y va. Hein. Les sponsors maintenant, ils sont partout sur le ring. Ouais. Il n'y a plus que Prime, mais on en avait parlé, hein, qu'effectivement ils allaient peut-être faire ça. Là, on avait plusieurs sponsors qui. Je sais plus quel autre match aussi qui était bouffé par les pubs là. Il y a eu un match important, hein, mais. C'est le match de Nia Jax face à Bayley, je crois, qui avait un sponsor tout vert. Ouais, mais je sais même pas si c'était pas le CM Punk et compagnie. Ils étaient tous quasiment tous sponsorisés. Hein. On aime l'argent. On aime l'argent. LA Knight, lui, il aime l'or. Et il veut l'or. Et il va tenter de prendre celui qu'a Logan Paul. D'ailleurs, ça va être la brawl. Avant même le coup de sonnette, avant même que la cloche sonne, grosse brawl, sur le floor, qui envoie donc Logan Paul dans les barricades d'insécurité. Alors toute sa clique est là, il est venu avec tous ses goons à Cleveland. C'est parti, la table des commentateurs est nettoyée, pas de problème pour LA Knight.
qui fait un énorme torturac neckbreaker sur la table pour Logan Paul. Ouais. Et c'est parti. Ouais, c'était énorme là, gros spot là. Ouais. Et là, le match n'a même pas commencé encore. Oui, le cloche n'a pas sonné encore, qu'on s'est déjà tapé un gros spot sur la table des commentateurs avec une prise assez incroyable. Le torturac qui part en neckbreaker là. Ouais, c'est beau. Les Knights, on dirait pas comme c'est très vintage, très classique, mais il nous sort des gros moves. Voilà, c'est un catcheur à l'ancienne, mais un petit coup de moderne, quand même, modernité là-dessus. Il reste très agile. Enfin, même s'il nous fait peur à chaque fois qu'il fait son saut de cabri sur le turnbuckle. Voilà. On a toujours peur qu'il meure. Voilà, alors c'est parti. Voilà, le jumping elbow qui est lancé. Voilà, Logan Paul qui en profite pour tabasser le pauvre LA Knight, le gros coup de botte, le leg drop pour le compte simplement 2, la petite pause façon Hulk Hogan de Logan Paul pour chauffer un petit peu plus le public encore. C'est parti. On place des souplesses, des power bombs dans tous les sens. Derrière un énorme side effects qui est placé. On se retrouve, voilà, la petite descente du coup depuis la corde. Ensuite, on a Logan Paul qui balance, qui place un énorme springboard close line sur LA Knight qui l'envoie à l'extérieur. Derrière, là, Logan Paul, il nous fait une dinguerie puisqu'il nous fait un springboard spinning moonsault. Ouais, c'est incroyable quoi. Sur les cordes et en même temps, il se retourne. Ouais. Il nous fait un moonsault vrillé à l'extérieur du ring. Et un moonsault olympique. Oui, c'est ce que j'allais dire. Là, c'est la médaille d'or. Simone peut reprendre, pour remballer les Gaules et repartir là. Face à Logan Paul qui prend toutes les médailles au gymnase. C'était assez dingue quand même ce moment. On a évidemment le gros coup de poing, en titanium argenté là. Enfin, toi qui t'y connais en super-héros, je sais pas c'est quel matériau venu de l'espace là soit du vibranium, soit de l'adamantium, un des deux. Voilà, ça a l'air incassable. Évidemment, les petits, les mignons de Paul qui arrivent pour lui filer son point américain. C'est, je crois, MJK qui avait le point américain déguisé dans en chaîne, en fait. Ouais, c'est ça, en fait, une chaîne en or. La chaîne en or qui brille et en fait qui cache le point américain. Mais LA Knight va l'éviter et il va en profiter pour placer le BFT pour le compte de 3. Victoire de LA Knight 1-2-3 après s'être débarrassé de tous les tentatives de coup bas de Logan Paul et de toute sa clique. Grosse victoire là en 12 minutes de LA Knight qui décroche enfin son premier titre solo. Dans le main roster, je crois qu'il avait tâté du millionnaire dollar championship à NXT, mais à part ça, c'était un portfolio, un CV assez vierge pour LA Knight, 42 ans, qui décroche le titre US à SummerSlam face à Logan Paul, qui était vraiment une énorme acquisition de la WWE. Eh ben, c'est pas loin d'être d'un des meilleurs matchs de la soirée, tout simplement. Ouais, je suis assez d'accord. Ça a une gueule de show stealer comme ça à ce moment donné du show. S'il n'y avait pas la grosse artillerie derrière, on serait tenté de dire effectivement que c'est pas loin d'être le meilleur match de la soirée. Même si c'était quand même assez basique, c'était beaucoup de coups de poing, beaucoup de coups de pied de la part de LA Knight, mais qui a quand même sorti des grosses prises, comme tu le disais à un moment donné, des gros spots qui fait qu'on s'en souvient. Notamment le Torturac Neckbreaker là sur la table des commentateurs. Il y avait aussi je crois que c'est un moonsault ou un frog splash qui se fait en prenant appui dans le coin du ring sur la deuxième corde, puis il saute sur la troisième tout de suite et puis il se balance là. C'était très impressionnant. Il a tout compris, LA Knight en fait sur comment tu dois te préserver un peu à la manière de The Miz quoi. Finalement, tu gardes tes gros coups quand t'es à SummerSlam quoi. Ouais. Tu fais les gros moves à ce moment-là. On sait que Logan Paul, de toute façon, lui, c'est un show stealer dans l'âme, donc il va quand même faire des gros spots et des trucs impressionnants. Là, on l'a eu du coup avec ce springboard moonsault là, à l'extérieur du ring. Babyface parfait, là, LA Knight là, qui va aller chercher les acolytes de Logan Paul à l'extérieur là, pour aller les passer à tabac. Il y a
la continuation de cette histoire autour du point américain, là, du brass knuckle de Logan Paul, qui se retourne quand même contre lui. Et puis la consécration de Logan Paul, là, de LA Knight, pardon, là, qui devient champion US. Quelle carrière là pour LA Knight quand même là. Ouais. On n'en attendait pas tant, du moins une telle popularité quoi. C'est oui, puis sur la durée, hein, parce que c'est le genre de phénomène qui peut s'essouffler. Ouais. En plus, il y a quand même ce truc que moi j'ai l'impression qu'il donne quand même pas grand chose à LA Knight. Depuis le début, tu sens que quand il vient faire ses promos, on lui a pas écrit grand chose quoi. On lui dit voilà, il faut que tu dises ça, faut que tu mettes ça en exergue. Ça lui a porté préjudice un petit peu dans ces trucs, mais la popularité est toujours là. Là, le public était à fond derrière lui quoi. Son truc des yeux là aussi, c'est la meilleure idée de l'année ça, puisqu'à chaque fois qu'il met un coup, et en plus ça se voit qu'il se limite à mettre des coups de poing, des coups de pied, prendre la tête de son adversaire, la taper contre la table et tout. Ça fait réagir la foule à chaque fois quoi. Donc c'est vraiment très très malin de sa part. On sent le vieux routier là qui arrive enfin à l'apogée de sa carrière. Et c'est que le début quoi, parce que là on est qu'au titre US. Je pense quand même qu'il va aller monter jusqu'au. Enfin, c'est indéniable que la popularité est là, donc c'est indéniable qu'ils vont continuer à le faire monter et c'est obligé qu'il va devenir champion du monde à un moment donné quand même. Ce qui est assez incroyable pour un mec de son âge qui visiblement était pas dans les plans. Il a commencé comme Max Dupri hein, quand même. Hein, quand il est arrivé dans le main roster, hein, faut pas oublier ça. Hein, et il s'est imposé. On a rarement vu ça, un mec qui impose sa gimmick comme ça dans le main roster et qui non seulement l'impose, mais en plus ça fonctionne. Et puis il y a rien qui semble pouvoir l'arrêter. Et face à lui, Logan Paul qui est toujours le méchant parfait, qui nous a tellement impressionné depuis qu'il est arrivé à la WWE, hein, aussi à notre plus grande surprise. Là, on a vraiment deux des catcheurs qui nous ont le plus surpris ces dernières années, face à face. Et ça a donné le match incroyable qu'on a vu là, et sans faire d'esbrouf quoi. Il y a eu quelques gros spots, mais tout le reste était assez basique et ça a fonctionné du feu de Dieu. Là, on est dans la pure réussite WWE, puis encore une fois la pure réussite de Triple H au niveau du booking et la mise en place des matchs. Là, c'est un sans faute encore une fois. Et puis je suis très content moi de voir LA Knight qui a essuie beaucoup de critiques quand même un peu partout, parce qu'il n'a pas un catch exceptionnel, parce que peut-être au micro effectivement comme on lui a pas donné des segments extraordinaires à jouer, c'est toujours assez basique ce qu'il vient faire en promo. Il prouve aux gens qu'il a pas volé sa place et qu'on peut en attendre encore beaucoup de lui. Donc encore de belles consécrations là, pour notre ami LA Knight. Eh bien, je me joins à tes louanges, hein, LA Knight effectivement qui c'est presque un miracle là aujourd'hui avec son parcours de réussir à se glisser comme ça dans un énorme pay-per-view de la WWE et décrocher un titre face à une superstar, un gros cheval de course là qui était devenu Logan Paul. C'est un sacré coup là qu'il a réussi, comme tu l'as dit. Limite, il va continuer toi, mais ça y est quoi, il a réussi. Quand tu gagnes à SummerSlam le titre US, tous les titres ont de la valeur dans la division masculine aujourd'hui quoi. Donc les 4 titres sont, pour aller les décrocher, faut s'accrocher. Donc bravo à lui quoi d'avoir réussi ça et c'est ça aussi qui fonctionne encore, c'est que ce mec, même si on lui donne pas des programmes hyper alléchants, il est toujours là, toujours là. Il s'essouffle pas quoi. Donc qu'on aime ou qu'on ne le déteste, qu'on le trouve qu'on lui reproche effectivement de pas être original ou au contraire de réussir à faire fonctionner ce qui fonctionne tout simplement. C'est indéniable. C'est une méga star. C'est d'ailleurs pour ça que c'est son surnom et voilà, il a prouvé aujourd'hui que même Triple H, qu'on imaginait justement, on disait souvent que LA Knight n'était pas un mec de Triple H quoi, grosso modo, que c'était un peu comme Austin Theory, des mecs un peu plantés par plutôt un peu old school et qui allait pas forcément trouver grâce aux yeux de Triple H, qui voulait un petit peu moderniser la WWE. Effectivement là il a réussi à prouver qu'il y a de la place pour tout le monde, hein, y compris pour des mecs comme ça à l'ancienne.
Et si on allait direction la division féminine, peut-être un des matchs les moins attendus de la soirée, où on voit Bayley défendre son titre de championne WWE face à Nia Jax, Queen of the Ring, qui a obtenu donc ce title shot à SummerSlam via sa victoire dans ce grand tournoi royal qui a vu la Samoane être couronnée reine du ring. C'est parti entre les deux avec la powerbomb qui est tentée mais Bayley qui s'en échappe, la descente du coude de la part de Bayley, et c'est parti pour le belly to belly là qui est placé, le back en souplesse. Derrière ça se retrouve un petit peu à l'extérieur. On tente un petit peu la guillotine, petite guillotine là, qui est placée par Bayley, un peu old school là. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'elle l'avait battu à NXT, je crois. Ah bah voilà, un petit, des petits callbacks. C'est vrai que ça s'est fait un petit peu tardivement, toute cette construction autour de NXT, je t'avais battu, etc. Finalement, c'est pas une rivalité qui a été très très fortement construite. Donc ça se passe un petit peu entre les cordes. La descente de la cuisse de Nia Jax, mais ça ne passe pas. Le fameux belly to belly, qui est placé enfin. Pour le compte de 2, Bayley qui va puiser dans son vieux moveset, tout simplement, pour tenter. Le Annihilator de Nia Jax, simplement pour le compte de 2, pardon, sur Nia Jax. Bayley qui se retrouve là balancé, qui se pète, contre le poteau, tout simplement. Voilà, on l'a dit, le poteau allait bouffer. Je crois que là, tout le monde s'est bouffé le poteau là dans les 4 matchs. Voilà, encore une fois. Suicide Dive qui est contré en Samoan Drop à l'extérieur du ring, et puis derrière ça s'emballe, la descente, le saut depuis la 3e corde, depuis le turnbuckle de Bayley pour le compte de 2, et voilà que Tiffany Stratton débarque. C'est le bordel, avec Bayley donc qui se fait un petit peu distraire du match. Ça la sort du match, et Nia Jax qui va placer sa powerbomb, et puis derrière 2 descentes royales du fessier pour la victoire. Au bout c'est bien acharné, ça c'était pas mal fichu. 12 minutes, victoire de Nia Jax. Une victoire peut-être sans grande surprise, mais qui fait plaisir de mon côté, même si le match n'était pas forcément incroyable. J'apprécie le résultat. Nia Jax a fait, je trouve, de l'excellent travail depuis son retour, et ce n'est que justice rendue pour offrir enfin. C'est quoi, c'est son second titre seulement, Nia Jax? Je me souviens. Ouais. C'est qu'elle l'a gagné une fois. À WrestleMania face à Alexa Bliss, et voilà, 7 ans plus tard, le retour de Nia Jax tout en haut de la carte, avec une Tiffany Stratton qui vient célébrer, mais on imagine déjà le programme qui attend Tiffany et votre nouvelle championne Nia Jax. Exactement. Ouais, je te rejoins. Moi, je suis aussi très content du booking de Nia Jax là, qui a vraiment fait du bon boulot depuis qu'elle est revenue. Reine du ring, c'était aussi un petit peu à l'instar de Bron Breakker inévitable cette victoire, puisqu'elle a été construite quand même très très forte depuis qu'elle est revenue. Elle semble inarrêtable, Nia Jax. Il y a que Tiffany Stratton avec sa mallette qui va peut-être pouvoir faire quelque chose pour lui faire perdre le titre, je pense, dans les semaines qui viennent, ou pour mettre un petit peu de suspense dans ses défenses de titre futures. Fin du règne de Bayley qui a pas convaincu grand monde. C'est sûr que c'était pas son règne le plus flamboyant, mais bon, elle a fait le taf pour mettre en place l'arrivée de Nia Jax au sommet de la division. Il y a eu quand même quelques beaux moments là dans ce match là, avec notamment l'énorme powerbomb qu'a fait Bayley sur Nia Jax, très très impressionnante là, qui a fait belle démonstration de force. Ouais, qui a fait popper le public. Là, c'était pas banal de voir l'énorme Nia Jax là, sur les épaules. Soulevé comme ça. Comme ça par une bête de foie. Ouais, c'était. Bon, vous l'avez où? Un peu en plus en réplique, en miroir à la victoire de Nia Jax au King of the Ring, au tournoi King of the Ring, où c'était Laia Valkyrie qui avait tenté le
Ah oui. la powerbomb et puis qui s'était écroulé sous le poids de Nia Jax. Là, Bayley a quand même réussi le truc, mais ça n'a pas suffi quand même pour conserver le titre. Voilà, Tiffany Stratton qui tourne autour de la ceinture aussi. On va voir ce que ça donne pour la suite, mais en tout cas, effectivement, je te rejoins encore une fois. Belle consécration, c'est mérité pour Nia Jax, qui a aussi, alors encore pire que LA Knight, elle, vraiment depuis le retour et puis tout au long de sa carrière, elle en a quand même essuyé des critiques, des revers, des insultes. Alors c'est sûrement une qui a été le plus maltraitée sur les réseaux sociaux. Et souvent à tort. On a joué un petit peu avec ça d'ailleurs dans la rivalité, puisque Bayley dans les interviews, là, dans son face-off, elle précisait que Nia Jax, elle était reckless, c'est-à-dire qu'elle faisait pas attention à ses partenaires, qu'elle était maladroite, etc., etc. Ça, c'est ce qui se dit sur les réseaux sociaux sur Nia Jax. Si vous regardez vraiment sa carrière, il n'y a pas vraiment de raison de penser ça, hormis qu'elle a fait souvent des gros spots où on avait l'impression qu'elle blessait ses adversaires, mais en vérité, elle n'a pas blessé grand monde, hormis peut-être une fois où elle a cassé le nez de Becky Lynch, mais ça fait du bien à la carrière de Becky Lynch, ce nez cassé. Donc voilà, moi je suis très content pour Nia Jax qui fait en plus toujours du bon boulot quand on est dans les pay-per-view, quoi. Et ça s'est vu encore cette semaine sur un match qu'on n'attendait pas du tout, quoi, finalement. Voilà, donc chapeau les filles sur ce coup-là et chapeau Nia Jax. Oui, c'était un match tout à fait correct qui effectivement moi m'a plu, voilà, à la fois pour ce résultat et parce que j'aime beaucoup ce que propose Nia Jax aussi dans le ring. Donc non, c'est sympa, ouais, franchement. Voilà, elle est vraiment devenue cette force inarrêtable, comme tu vas me dire, qu'elle est censée être. Voilà, mais avec en plus beaucoup d'assurance et tout en étant très sûr d'elle, effectivement. Voilà, c'est plutôt bien fichu. Et puis là, voilà, c'était le bon résultat et un autre changement de titre. Hein, ça n'arrête pas là ce soir. Du coup, je te propose d'enchaîner sur un match sans titre comme enjeu. Voilà, c'est possible. Ouais, mais avec des enjeux énormes et surtout un star power démentiel puisqu'on arrive dans la première partie de notre triple main event. Puisque voilà, 3 matchs auraient pu se disputer la place de main event ce soir. Et c'est bien CM Punk contre Drew McIntyre qui va ouvrir cette trilogie du samedi avec un Seth Rollins en arbitre invité. Qui arrive. Donc, d'ailleurs, j'ai oublié d'en parler, mais certains arbitres, y compris Seth Rollins, étaient équipés de caméras embarquées de bodycam, quoi. Enfin, même si elles étaient placées sur leur micro. Voilà, une tentative innovation. Complètement raté, on peut le dire. Hein. Se souviennent pas parce que ça a été utilisé, je crois, à peu près 2 fois et qu'on voyait rien. Je crois que c'était sponsorisé, hein, en fait, en plus. Voilà. C'est le type de caméra qu'on se met sur l'oreille. Ça doit servir dans certaines circonstances, mais pas pour filmer du catch, hein, visiblement. Non, voilà. Mais bon, on aime l'argent, on l'a déjà dit WWE, donc. L'argent, si vous regardez avec votre oreille, évidemment, vous êtes un petit peu à côté de l'action. Et c'est parti, un gros, le retour de CM Punk en solo à la WWE dans un grand événement, un grand rendez-vous. Ça va faire 11 ans, tout simplement, là, quand même. CM Punk, donc, face à Drew McIntyre. Voilà. Les 3 hommes se détestent, on le sait. Voilà, c'est un triangle de haine qui s'offre à nous. Et puis du coup Seth Rollins qui va faire bien ou peut-être parfois trop bien son travail d'arbitre, qui va retenir tour à tour les 2 hommes qui tentent à chaque fois de marteler leurs adversaires pendant plus de 5 secondes. On n'a pas le droit de taper son adversaire, de coincer son adversaire plus de 5 secondes dans les cordes, et à chaque fois l'arbitre, Seth Rollins, intervient, ce qui va permettre notamment à McIntyre d'en profiter, et ce qui va commencer à créer évidemment de l'énervement, de l'agacement face au corps arbitral. Derrière la grosse close line de l'Écossais qui va coucher CM Punk. Et c'est parti. Pendant ce temps-là, Seth Rollins, à un moment donné, va se mettre sur le côté et puis va aussi à la fois intervenir, mais en même temps être spectateur, plutôt apprécier. C'est la meilleure place qu'on puisse avoir pour regarder un match. Il est bien. Même pendant un moment donné, il va refaire. Il va faire ses chaussures, il va s'allonger, voilà, alors que CM Punk balance Drew McIntyre. Il va refaire ses lacets alors qu'il n'a pas de lacets. Oui, c'est ça. Basket scratch, là, sous le dos.
D'ailleurs, ce qui va permettre à CM Punk de balancer l'Écossais dans les marches d'escalier. Et puis après, ça se retourne contre CM Punk, alors que Seth Rollins fait le jeu au chef d'orchestre, là, avec la foule qui chante sa chanson. C'est parti, CM Punk, le Chicagoan, est catapulté sur la structure du ring. C'est terrible, la powerbomb qui est placée derrière. Mais le compte de 3 ne va pas jusqu'au bout. La chaise est sortie. Drew McIntyre qui dit que voilà, cette chaise va peut-être mettre un terme à ce match. Il essaie de convaincre en fait Seth Rollins de ne pas le disqualifier, ou en tout cas de laisser l'Écossais faire en fait, de pouvoir employer des objets tout simplement. Mais Seth Rollins retire la chaise. Et à ce moment-là, il attaque presque CM Punk par erreur. Il veut retourner il prend la chaise comme ça et il est à 2 doigts de frapper CM Punk. On joue sur les quiproquos, évidemment. C'est ça. Voilà, c'est un match de quiproquos. Bref, la chaise est balancée à l'extérieur. Du coup, il y a un roll-up qui est fait qu'il ne voit pas sur Drew McIntyre. Donc forcément, ça va être le bordel. Drew McIntyre qui se fait retirer le bracelet à ce moment. Je sais plus, il y a toute une sorte de bracelet. Je crois que CM Punk récupère son bracelet à ce moment-là. Voilà, il récupère son bracelet, il s'engueule avec Rollins. Voilà. Drew McIntyre qui récupérera le bracelet un petit peu plus tard. Bref, c'est le bordel. CM Punk qui nous balance quelques petits running knee, qui nous sort son vieux moveset, pardon. À l'ancienne, ça fait plaisir. Non, mais c'est vrai, en plus, finalement, CM Punk un vrai match de CM Punk, on n'a pas vu, parce qu'on a vu un Royal Rumble, mais sinon, c'est tout. Donc là, c'est le premier match, depuis. Je crois qu'il avait fait un match face à Dom Dom à Usho, à New York. Ouais, nous on l'a pas vu. Bah non. Je sais plus s'il avait pas été en équipe vite fait. Oui, c'est ça. Là, on a le running knee, voilà, on a la descente du coude. Voilà, c'est très classique, très old school, mais ça fait plaisir. Voilà, ça retire la rouille. L'Anaconda Vice aussi est placé. Oui, l'Anaconda Vice. C'est là qu'il reprend le bracelet, en fait. Oui, d'accord. Soumettre McIntyre, et là, il préfère reprendre son bracelet plutôt que de garder la soumission. Oui. Ce qui est peut-être mal joué. Oui, quel storytelling, évidemment. La Claymore pour le compte de 2, le futur choc qui ne passe pas. Derrière, ça se retrouve dans le turnbuckle. oui, McIntyre se mange le turnbuckle dans les oui. Croyez-le ou non. En fait, c'est Seth Rollins qui a récupéré le bracelet ensuite. Voilà, c'est ça. Avec le bracelet. Et là, ça passe pas auprès de Punk. Et ça passe pas. Si M n'est pas content, il le voit, il fait qu'est-ce que tu fous? Et la McIntyre va en profiter, il bouscule tout le monde. Seth Rollins se trouve à l'extérieur. Le GTS qui ne passe pas. Enfin voilà, si ça passe, mais pour un simplement 2, parce que l'arbitre est un peu aux fraises à ce moment-là. Alors là, ça s'engueule. Là, ça s'engueule entre CM Punk et Seth Rollins, qui lui fait des remarques déplaisantes sur son pantalon. Et je crois qu'il lui dit qu'il est habillé comme un pantalon de Sabu, qui était à la EC Dub, effectivement, le prince du désert, quoi. C'est du grand n'importe quoi. Et puis derrière, le GTS sur Seth Rollins, qui. Oui, carrément. Carrément qui est placé. Et McIntyre qui place un low blow sur CM Punk. La Claymore, 1, 2, 3. Et victoire de Drew McIntyre qui récupère le bracelet. Qui m'a étonné parce que ça veut dire que tout simplement, l'histoire n'est pas terminée entre l'Écossais et CM Punk. Et l'histoire ne fait que commencer entre CM Punk et Seth Rollins. Grosse victoire enfin de Drew McIntyre. Une défaite pour le retour de CM Punk aux véritables affaires. Et un match nerveux, tendu. Tout le monde était énervé là. C'était à bloc. Ouais. Il y avait de la tension dans tous les sens. L'esprit n'était pas clair d'un côté comme de l'autre. Non. À part peut-être simplement McIntyre, lui qui l'avait bien joué depuis le début. Qui était peut-être l'homme le plus concentré. Il est rentré dans le cerveau de Rollins, il est rentré dans le cerveau de Punk. Les deux se sont bouffés la gueule. Et Rollins dit à Punk, c'est pas toujours à propos de toi, connard, ce qui se passe. Et Punk lui dit, c'est pas toujours à propos de moi, mais c'est jamais à propos de toi, avant de lui poser
après lui avoir posé le GTS. La guerre d'ego entre les deux hommes. Ouais. Donc ça, là, on va se relancer aussi sur un Punk Rollins, quoi. L'animosité est là. Ça ouvre plein de pistes pour la suite, là, cette victoire de McIntyre, cette défaite quand même de Punk pour son premier match de retour à la WWE en solo. Pour un gars aussi qui a essuyé aussi beaucoup de critiques de la part des fans quand il était à la All Elite Wrestling, là où on disait qu'il foutait la merde dans le vestiaire, etc. Là, il a prouvé tout simplement le contraire. Hein. Il est prêt à faire le job pour son premier match contre McIntyre. C'est très bien joué d'avoir cette image de McIntyre triomphant sur CM Punk. Ouais. Il y aura une revanche à un moment donné, hein, mais là, pour l'instant, c'est McIntyre qui domine et c'est ce qu'il fallait pour McIntyre, qui est quand même une pièce maîtresse dans le roster de la WWE pour le futur. Il avait trébuché trop de fois hein, depuis WrestleMania. Ouais, c'était pas possible de rester. Là, il fallait qu'il soit victorieux à ce SummerSlam. J'y ai douté, moi j'avais mis ma bille sur CM Punk. Moi aussi, hein, ça a coûté quelques points à quelques participants, dont toi et moi visiblement. Ouais. Bah moi je pensais que pour son premier match ils allaient pas faire Punk, c'est ce qu'aurait fait Vince McMahon, tu vois. Mais oui, c'est ça, on est encore trop dans le logiciel de l'ancien. Là, il faut qu'on se reprenne, il faut qu'on revoie tout ça. La place est aux jeunes, même si McIntyre il est pas si jeune que ça, mais comme je disais, c'est une pièce maîtresse c'est un main eventer maintenant. Et oui. Tout comme Rollins blessé, hein, je pense. Il avait sa place d'arbitre là parce que je suppose qu'il est un petit peu en convalescence. Mais bon, il a fait son job parfaitement, ça a chanté encore. Alors moi j'ai regardé SummerSlam avec mon petit neveu là, comment il était en vacances. Sympa, voilà, en famille pour il faut passer la passion, transmettre la passion. C'est ça, c'était une watch party là avec ma compagne aussi. Oh là là. Très très sympathique, et évidemment il a chanté la chanson de Seth Rollins pendant 5 minutes. On lui a dû lui dire de se calmer, j'ai dû le gifler hein, quand même au bout d'un moment. Oui, il y a des petites choses à l'ancienne qu'il faut garder quand même, tout n'est pas acheté. C'est ça. Il nous disait j'aime pas son style hein, à Seth Rollins, mais j'aime bien sa musique. Le style vestimentaire. Oui, le style vestimentaire, effectivement. Ça ne passe pas hein. Pour les enfants, mais en tout cas, la chanson fonctionne. Une belle réussite. C'est un sans faute, hein, ce truc-là aussi. Hein. Je sais pas Moi, il n'y a aucune critique que je peux émettre. Tout ce que tu veux dire. Fonctionné par. C'est un peu le problème avec la WWE en ce moment, quand on fait des analyses, c'est qu'il y a à peu près tout qui fonctionne. Donc, c'est un peu plus dur d'émettre. Il faut être de mauvaise foi parfois pour trouver des flops. Et on se permet de dire ça parce que ça fait 8 ans là qu'on fait ce podcast et qu'on a connu aussi les moments où on balançait des zéros et que c'était horrible, quoi, et que personne ne voulait venir faire les analyses. Voilà. Là, on voulait pas la faire parce qu'on est en vacances et qu'on était sur la plage. Mais en vrai, on avait très envie de la faire. Parce que c'est du sans faute, hein. Tout est bien calculé, tout est naturel, on est là, on se plante sur nos paris, mais en fait t'es là, évidemment que pour McIntyre avait besoin de cette grosse victoire, mais c'est tellement bien raconté et bien réalisé, et bien en forme, hein, CM Punk. Hein. Ah oui, ça c'était une des questions qu'on pouvait avoir. Ouais. Je fais la remarque, effectivement, il était plutôt affûté, hein. Il a jamais été tout en muscle, hein. Il a toujours eu. Il a pris de la masse et il s'est affiné aussi en même temps. Ouais, c'est ça, voilà. Un peu moins grassouillé que quand il était arrivé au Royal Rumble. Donc voilà, ça rajoute encore un petit peu à la qualité du truc. Donc écoute, pour moi, un sans faute, hein, cette triple fric. Écoute, on va pouvoir enchaîner avec la partie 2. Voilà, acte 2 de cette trilogie fantastique, puisque le ring général, Gunther, qui est autrichien, non pas allemand. Hein, oui, on essaie de nous corrige d'avance. Affronte donc Damien Priest, le champion du monde poids lourd, un type de la rue. Hein. Voilà, un type de la rue. Une racaille qui traîne là. Du ghetto. Le ghetto cubain. Voilà. Puerto Rico. C'est Puerto Rico. Voilà, Puerto Rico. Vous avez connu, c'était plutôt bien fichu, hein. Je trouvais cette rivalité vite montée en tension. C'était devenu très très nerveux entre les deux hommes. Les derniers épisodes des Weekly avec leurs bastons là. Ouais. Ça s'envoyait des belles insultes et puis derrière ça se balançait des belles taloches dans la tronche.
Donc on est chaud ce soir avec Damien Priest, donc qui vient seul, hein, il n'est pas accompagné de Josh Mandel, même si toute la délégation est venue ce soir pour encourager ou trahir ses poulains. Finn Balor d'ailleurs juste avant le match qui lui dit dans les coulisses, je suis derrière toi, hein, si tu veux que j'intervienne, tu as un signe à faire. Et oui, Finn, bien sûr. Oui, il te fait confiance. Voilà, on sait plus trop qui croire à ce moment-là. Effectivement, une fois qu'une trahison a été faite, tout est possible. Que va-t-il se passer? Eh bien, vous allez le savoir très rapidement, puisque Damien Priest fois le plus, tout le monde avait vraiment envie de se mettre sur la tronche, parce que Damien Priest et Gunther, c'est parti, ça se met sur la tronche direct, en balançant des énormes patates. Ça se retrouve rapidement à l'extérieur. Avec les deux hommes qui se retrouvent donc aux abords du ring, la powerbomb qui est bloquée par l'Autrichien et qui balance son adversaire contre le bord du ring, derrière Damien Priest qui fait son attrape-mouche là, paf, son tue-mouche dans les oreilles. Ça doit être vraiment Ça doit faire mal ça. Horrible. Une superplex qui ne passe pas complètement. Derrière, ça se met des coups, des taloches, voilà, dans les. Alors déjà, Gunther finit en sang, le torse en sang, à force de se prendre des athémies de l'enfer là, tout au long du match. Il est pas venu pour rigoler, hein, Damien Priest. Hein, il s'est mis au niveau, parce que Gunther ça fait mal ses claques là, mais Priest ça avait l'air de faire souffrir aussi. Ouais. Gunther qui se met à voler. Voilà, on parlait de mouche. Le corps de Gunther est balancé avec cette super Hurricane Rana qui est placée par Damien Priest. Derrière, on se retrouve avec des splashs qui sont placés. Le Broken Arrow pour le compte de 2. Gunther est en sang, il s'en aperçoit, il se badigeonne le visage, les cheveux. Complètement fou cet Autrichien. Ça le met en rage, il passe au niveau 2. et les athémies font encore plus mal, il faut encore vibrer plus le stade de Cleveland. Derrière, des gros coups de pied aussi qui sont mis. Damien Priest qui sait aussi faire parler les jambes, ça c'est les pieds dans la tronche. Le South of Heaven qui est placé pour le compte de 2. Derrière, ça se remet des tartes dans la tronche, ça n'arrête pas. Ça se chope dans tous les sens. Et Finn Balor arrive pour encourager Damien Priest. Il est là, voilà, l'acolyte, le prince est là. Voilà, les gros coups de pied là sur Damien Priest, qui est en mauvaise position, et derrière Gunther qui attaque Finn Balor, qui est aux abords du ring. Damien Priest qui place d'énormes close lines, le Razor's Edge qui est chargé, South of Heaven qui est placé, mais Finn Balor le traite, place le pied de Gunther sur les cordes. À ce moment-là, Damien Priest n'a pas vu ce qui s'était passé, il le voit en replay, la VAR, on balance la VAR en direct dans le stade, et là il se retourne, et Finn Balor, mais il sort sa tête de méchant là. Comme ça, qui va tenir pendant 10 minutes, quoi. Finn Balor, l'acteur studio, genre, tu sentais que ça bouillonnait comme ça, il est à la fois content et nerveux et en colère, il y a tout là qui rejaillit dans ce Finn Balor, pas sympa. Et Gunther qui tente la prise de soumission pour endormir Damien Priest, mais Damien Priest, et ça j'ai trouvé ça génial, qui combat, qui ne se laisse pas faire. Il parvient à s'échapper une première fois, mais là il va attraper Finn Balor, il va pour choper Finn Balor. Et Gunther en profite pour lui replacer une énorme powerbomb, et derrière la prise du sommeil, le sleeper qui va donc déclencher l'arrêt du match par l'arbitre, qui décide que le Puertoricain ne peut plus combattre, et la victoire de l'Autrichien. Gunther est pareil, quelle montée en puissance de Gunther là, inarrêtable, instoppable, qui remporte l'un des titres les plus prestigieux. Lui, il va le rendre encore plus prestigieux à SummerSlam. Et la deuxième trahison d'un membre du Judgment Day face à un autre, Finn Balor a trahi Damien Priest. L'homme du ghetto qui se fait trahir par un de ces gars là, un de ces gars de la rue. C'est ça, la loi de la rue, tout simplement. Ouais, trahi par son gars sûr, comme ça se termine souvent. Dans ces clans, dans ces gangs de rue qui empoisonnent notre société. Encore une grosse réussite, et puis une consécration, quoi. C'est assez incroyable en fait ce championnat là. Moi j'étais à fond dedans du début à la fin. Écoute, par quoi commencer? La consécration de Gunther.
Ouais. Déjà, comme tu l'as dit, là, qui était inarrêtable, qui a été construit à la perfection là, depuis son arrivée dans le main roster, sa victoire, son règne de champion intercontinental, sa victoire au King of the Ring, contre quand même Randy Orton, entaché par un décompte de l'arbitre, alors que peut-être Randy Orton avait les épaules relevées. Mais c'est pas grave, c'est passé quand même. Gunther, la décision de l'arbitre est irréversible. Gunther est là, Gunther est à SummerSlam. Quelle carrière aussi pour cet Autrichien là qui avait rien du tout pour être un gars de la WWE en vérité. Il avait un catch très très orienté Japon, très festif. C'est pas le genre de truc qu'on voit à la WWE. Il était un petit peu grassouillé quand il est arrivé faire ses premières armes à NXT UK, puis à NXT. Là maintenant, sa transformation physique pour son arrivée dans le roster, ce run là inarrêtable de champion intercontinental, cette victoire au King of the Ring, et maintenant cette consécration, c'est le champion de la WWE. Comme quoi c'est possible, vous pouvez être autrichien, venir d'Europe, et désormais dans l'univers de Triple H, vous pouvez devenir le champion de la WWE. Bon, faut dire que c'est un catcheur incroyable quand même, ce Gunther. Ces matchs stiff là, qui nous a. Il a beau être autrichien, ça reste un bon catcheur. C'est vrai, c'est vrai. C'est la récompense de l'école européenne quand même, c'est pas mal. Il y a de plus en plus d'Européens d'ailleurs là qui sont au top à la WWE. Je crois que t'as jamais aussi bien tenu son nom de World Wrestling Fédération ou Entertainment comme on dit maintenant. Donc voilà, belle victoire, très bien racontée. Le finish là avec la trahison de Finn Balor qu'on voyait venir, on savait, mais ça a quand même fonctionné comme il fallait. Le coup là, comme tu disais là, où Priest se libère de la prise du sommeil pour aller bêtement aller chercher encore Finn Balor. Il le chope par le cou là, il veut l'égorger quoi. On sent qu'il veut le tuer. Et voilà, c'est l'erreur de trop. Gunther qui devient champion. Finn Balor qui revient dans la partie, mais voilà aussi. Ça c'est une belle conséquence. On pensait que c'était fini parfois pour Finn Balor. On disait que le trait était passé, mais non, pas du tout. Voilà, il est champion actuellement et il va rentrer dans une grosse rivalité avec Priest là qui a aussi, grâce à ce règne là, on le verra à Monday Night Raw, mais il a passé un level. Hein. Donc là ça va être le face turn. Visiblement il est hyper populaire. Moi j'ai beaucoup aimé son règne là qui était très réussi. Encore une fois là, un personnage qui est travaillé à la perfection. D'un côté Gunther, de l'autre Damian Priest. C'était super stiff le match en plus, vraiment très très agréable à regarder. Il y avait un peu tout ce que j'aime dans ce type de match là. Donc voilà, encore un sans faute. Hein, je sais pas qu'est-ce qu'on peut rajouter, mais là en ce moment, voilà, ça marche sur l'eau au niveau du booking, et c'est une grosse victoire pour Gunther et c'est un gros WrestleMania moment, enfin plutôt SummerSlam moment qu'on se souviendra pendant un moment. Ah oui, les deux hommes ont... Et l'implosion complète du Judgment Day par-dessus. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été racontées, un match de qualité et la consécration pour 2 voire 3 catcheurs là, c'est top du top quoi. On peut pas mieux. Non, c'était assez incroyable pour les deux hommes, hein, Gunther et Damian Priest là qui ont, effectivement, qui ne correspondent pas forcément aux standards de la WWE de ces dernières années et qui nous ont proposé un sacré match de bonhomme là, physique. Les deux hommes sont partis en sang, mais avec plein d'émotions malgré tout, et cette trahison là terrible qui va encore plus rajouter l'aura de Damian Priest. Hein. Ouais, exactement. Voilà. Maintenant c'est un babyface, donc c'est le face turn qu'on attendait, et puis voilà, ça va enchaîner dans les mois qui viennent. Ouais, exactement. Eh ben écoute, on va pouvoir passer au véritable main event puisque Cody Rhodes affronte Solo Sikoa pour défendre son titre de champion undisputed de la WWE. La Bloodline 2.0 qui, après s'être emparé des titres de champion par équipe, veut mettre la main sur le titre de champion WWE. Solo Sikoa qui entre seul dans ce match qui sera donc sous les règles de la Bloodline. Cody Rhodes, lui, il arrive depuis son bus carrément, le mec, il s'est fait
travelling depuis le bus. Il croise d'ailleurs la route de Arn Anderson, qui lui donne quelques conseils. Moi, je n'ai pas tout entendu. C'était pas forcément super. Ouais, j'ai pas trop compris ce qu'il baradait. Arn Anderson, on s'en foutait en plus. Hein. Oui, ça durait une plombe. Je me dis, tais-toi, quel genre de conseil peut te donner au champion du monde? Ouais, c'est bon. C'est pas Arn Anderson qui va lui dire quoi faire. Il a jamais été champion. Ensuite, peut-être il a été champion de WWE, je sais pas. Ouais. Mais bon, allez, l'info c'est que Arn Anderson traîne dans les couloirs de la WWE maintenant. Voilà, pour les puristes, pour les connaisseurs, je connais 2-3 qui vont peut-être, qui ont dû sourire. Il y avait le chien aussi. Le chien était là, ouais. Le chien était là. Donc c'est parti, grosse entrée évidemment de Cody Rhodes face à Solo Sikoa pour ce main event de SummerSlam. C'est parti, Solo Sikoa qui veut faire parler la force brute dès le départ. C'est parti avec les gros chops, le Disaster Kick qui envoie Solo Sikoa à l'extérieur du ring, le Power Slam de Cody qui ne permet pas de coucher Solo Sikoa, qui lui va placer son coup de pied retourné dans la tronche de l'Américain, le Samoan Drop derrière, le Cody Cutter pour reprendre la main. On a une énorme powerbomb de Solo Sikoa derrière pour le compte de 2. C'est parti pour faire l'attaque la façon Umaga dans la foulée. Solo qui commence un petit peu à reprendre la main à ce moment-là sur le match. Cody qui est un petit peu bloqué, qui ne parvient pas à reprendre tout de suite. Solo avait essayé de voir, il savait contrer un peu toutes les... Énorme session de contre. Beaucoup de contre. Là, ça a été dit, effectivement. Solo Sikoa, il a sorti le cahier de vacances. Et il était prêt pour Cody. Et parce que d'ailleurs, c'est ça. Ça, comme le signal a été envoyé dès le début du match quand Cody a tenté de faire, je ne sais pas comment s'appelle cette prise débile où il se couche sur le dos et il met une pichenette dans le nez. Là. Ouais. Voilà. Il a pas réussi. Et il a chopé le poignet. À un moment donné, il essaye de faire un power slam là, à la Randy Orton, tu sais, quand il envoie de le coin du ring, mais il n'y avait personne dans ses bras. Oui. Cody, il aurait dû. Je pense qu'il aurait. Les conseils d'Arn Anderson étaient mauvais. Parce que... Ouais. Il a dû lui dire déroule ton truc habituel. C'est ça. Confiance en toi. Et, en fait... Ça va passer. Et du coup, Cody, il va falloir un petit peu changer de braquet derrière le moonsault à l'extérieur du ring sur Solo Sikoa. Ou je sais plus si c'est à l'extérieur du ring, mais le moonsault là, quand il saute comme ça sur la troisième corde et qu'il saute qu'il blasse son moonsault sur Solo Sikoa. Derrière, ça permet de relancer l'américain, le crossroad qui est placé, et voici que la cavalerie samoane, enfin tongienne plutôt, ils sont tongiens ces deux-là, c'est même dans leur nom. Voilà, le mec s'appelle Tamal Tongien et Tongien le Loa. Voilà. On va pas faire comme si on savait pas. Quel gros beatdown derrière, qui est placé sur le Sikoa, qui place son neckbreaker là enroulé pour le compte de 2. KO qui arrive, Randy Orton qui arrive et qui fait fuir les deux sbires. Le match peut reprendre, le crossroad qui est placé. C'est le bordel, mais ça ne suffit pas. Il y a Jacob Fatu qui débarque. Jacob Fatu qui débarque et qui vient foutre le bordel, le fou furieux, le loup-garou, Jacob Fatu qui vient et qui balance Cody Rhodes à l'extérieur et un énorme splash à travers la table des commentateurs qui a peut-être coûté la jambe de Jacob. Peut-être qu'il est amputé à l'heure qu'il est, on ne sait pas. On ne sait pas. La blessure est grave. Jacob Fatu n'arrive pas à se relever. Il est toujours à Cleveland dans le stade et on se dit oh là là, quel bordel, c'est mal parti, Cody Rhodes va perdre quand soudain la musique du Tribal Chief, l'officiel, Roman Reigns est de retour sous les vivas de la foule. La surprise la moins surprenante peut-être de l'histoire des SummerSlam arrive. Il arrive en marchant tranquillement, le temps que ça monte, et quand il arrive sur le ring, il arme son Superman Punch. Qui va-t-il frapper? Tabac sur Solo Sikoa. Et oui, Solo Sikoa se fait couper en deux, le spear. Roman Reigns quitte le ring et crossroads de Cody. 1, 2,
3 victoires du champion dans un match qui aura duré quasiment 30 minutes. Et donc les deux hommes, le Tribal Chief, le vrai Roman Reigns et Cody Rhodes qui se toisent à distance. Beaucoup de choses là qui se passent dans cette fin de main event. Une victoire célébrée par Cody Rhodes, mais qui se demande bien ce que Roman Reigns va réserver à la fois à Solo Sikoa, ça on s'en doute pas trop, mais qu'est-ce qui va se passer? Quel programme pour Roman Reigns? Eh bien, on a toutes les semaines qui arrivent pour le découvrir. C'est vrai. L'histoire est relancée. Le patron est de retour. Grosse pop pour le retour de Roman Reigns qui vient ponctuer ce match-là qui était, moi j'ai trouvé un petit peu décevant pour une défense de titre de Cody. Je trouvais que tout le début jusqu'à l'intervention des Tongiens était un petit peu poussive. Même si bon, il y avait cette histoire que Cody était contré systématiquement par Solo Sikoa. J'aurais aimé voir un Cody Rhodes un peu plus dominant sur Solo Sikoa. Parce qu'il s'est quand même fait un petit peu balader par Solo pendant une bonne partie du match, au point que mon neveu me disait quand même, je pensais qu'il était plus fort que ça, ce champion. Ah mince. Parce qu'il était à fond derrière Cody, forcément. Mais bon, après, Cody a repris le dessus. Heureusement, l'intervention forcément inévitable des Tongiens. L'intervention de Kevin Owens et de Randy Orton, ça c'est sympa aussi. Formidable Jacob Fatu encore qui a fait le ménage, qui a fait ce spot incroyable. Alors à l'heure actuelle on ne sait pas encore si c'est un fake ou si c'est une vraie blessure. Moi je pense plutôt pour un work cette histoire de jeu. Ça paraît logique de vouloir l'écarter d'un face à face avec Roman Reigns. Forcément faut pas qu'ils se croisent tout de suite les deux là. Solo Sikoa qui est replacé à sa place, remis à sa place par Roman Reigns. Ça a fonctionné encore une fois quoi. On a fait lever la foule quand Roman Reigns a débarqué. Cody qui reste champion, c'est ce qu'il faut de toute façon. Alors je dis c'est pas pour moi la défense de titre préférée de Cody, m'a plus impressionné dans les derniers PLE. Mais bon, l'histoire suit son cours, il fallait ça pour faire revenir Roman. J'ai envie de dire que c'est encore un sans faute. C'était peut-être un peu long. Faudrait peut-être faire un peu plus court, mais si c'est long aussi, c'est parce qu'on s'est tapé beaucoup d'entrées, trucs comme ça. Mais bon, c'est encore une fois une belle réussite. Ça a fonctionné comme il fallait que ça fonctionne. Et Roman Reigns revient en s'imposant comme le gros babyface de la compagnie. C'est fini le tribal chief qui se prenait les broncas de la foule. Maintenant, c'est votre nouveau super-héros, Roman Reigns. Donc là, c'est incroyable. Énorme boulot de Solo Sikoa aussi qui a été impeccable tout au long de cette partie. Moi, j'ai trouvé de cette nouvelle histoire, de cette grande saga de la Bloodline. Ah oui. Il y a du level, il y a du talent. Le point faible, c'est peut-être Tangaloa, là, le board. Là, ils ont dû lui mettre un bandeau sur l'œil pour le rendre un petit peu. Oui. Si vraiment il fallait chercher, effectivement, le pauvre. C'est un peu l'ambulance facile, le pauvre. Ouais, c'est vrai qu'on peut tirer qui n'a pas forcément enchaîné les prestations. Ouais, parce que là, je crois qu'en plus, il botche un petit peu il doit mettre Randy Orton dans le coin du ring, il y arrive pas, quoi. Mais bon, on ne doute pas qu'il va progresser. Oui. Peut-être qu'il avait du mal quand il voyait que d'un œil. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. Mais sinon, voilà, perfection. Peut-être pas perfection, mais en tout cas, ça a fonctionné. C'était une belle réussite, ce retour de Roman Reigns et cette nouvelle victoire à l'actif de Cody Rhodes, le grand champion. Et ça va être galère pour Solo Sikoa dans les mois qui viennent. Mais grosse prestation pour lui aussi, pour un mec qui est là depuis pas si longtemps. Il tient sa place dans le main event là. Ouais, effectivement, voilà, un main event assez classique, effectivement un champion un peu en difficulté. On a tenté de nous raconter quelque chose de différent avec un Solo Sikoa qui arrive, qui a pris son petit cahier de révision. Derrière, ce qui était important, effectivement, c'était l'overbooking et puis évidemment qui allait dérouler le tapis rouge pour le retour
du nouveau top babyface. Hein, c'est à la place de Cody Rhodes doit rendre sa place. Voilà. Ouais. Chiffre. C'était bien le temps que ça a duré, mais maintenant le vrai patron est de retour. Incroyable quand même le mec. Il revient, il part en étant le pire heel, le heel le plus détesté de la WWE. Il revient en étant le babyface le plus adoré de la WWE. C'est lui le patron, tout simplement. C'est Roman Reigns. C'est fini l'histoire, l'époque où on pouvait dire Roman Reigns, ça fonctionne pas, il nous le fout au fond de la gorge. Non, c'est fini maintenant. C'est John Cena puissance 2 quoi. Oh oui. Eh bien, on va voir si SummerSlam était puissance 2024, puisque c'était l'édition de cette année du plus grand événement de l'été. 7 matchs au compteur, mon bon Ringside. Eh bien, voilà, ça va être dur, mais il va falloir nous trouver un flop. Ça va être dur, mais il va falloir nous trouver un top. Et après, il va falloir nous filer une note à ce PLE. Ouais. C'est compliqué. Le flop, je vais le donner à tout ce temps d'attente qu'on a entre les matchs. Ouais. C'est parfois trop. Surtout qu'il n'y a pas eu d'entrée spectaculaire avec une grosse mise en scène comme on pouvait s'y attendre. Le max qu'on a eu, je crois que c'est l'entrée de Cody. Le reste, c'était assez classique et honnêtement, ça fait perdre beaucoup de temps. Hein. Je crois qu'il y a 1h30 d'attente en complet entre les matchs, quoi. Ah ouais. En comptant les entrées, hein, je pense quand même. Mais on peut peut-être faire un peu mieux que ça parce que c'est un peu long quand même. Mais c'est la seule chose, je pense qu'on peut reprocher à ce PLE qui va avoir une bonne note de. Je mets 4,75 pour pas mettre 5 peut-être. Il y a tout qui a fonctionné et le top. Qu'est-ce qu'on pourrait. Oh là là, où c'est qu'on va mettre le top Il y en a tous les étages, de l'opener au main event. Voilà, le LA Knight machin était quand même top. Tous les titres, tous les changements de titres qu'on a eu, tous les gros matchs, les jeunes qui ont marqué le coup, les vétérans qui ont assuré. Je vais mettre le top au CM Punk, McIntyre, Rollins parce que c'était peut-être l'histoire la plus compliquée à mettre en scène et qui a eu une fausse note. Et puis que le résultat, il nous ouvre des pistes sur l'avenir dans tous les sens, quoi. Donc je vais mettre le top à cette triple frite là. Voilà. Mais honnêtement, il y avait rien à acheter, hein, je pense dans ce PLE là. C'est sûrement des meilleurs SummerSlam qu'on a vu depuis. Depuis un bon moment. Puis c'est incroyable de voir à quel point la WWE est en forme incroyable. Là, c'est vraiment la locomotive là qui tire. Il se passe beaucoup de choses dans le monde du catch, dans le monde là, mais le temps est ce qu'il est et on ne peut pas passer notre vie à regarder du catch, donc c'est difficile d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Ouais. Succès, y compris en France. Là, il y a Bodyzoy qui a fait un show à 1000 personnes là, il n'y a pas si longtemps. Mais tout ça grâce à l'impulsion de la WWE là, avec cette qualité incroyable et ces succès, ces records qui se battent les uns derrière les autres. Donc chapeau Triple H, chapeau la WWE et puis quelque part chapeau aussi à Vince McMahon qui a lancé l'impulsion. Voilà, tout ça c'est magnifique et on est heureux d'être fan de la WWE en ce moment. Ouais, oui, c'est ça, c'est qu'il y a une période où tout n'était pas bon à WWE, ce qui nous libérait du temps pour aller voir pour vraiment ce qui se passait ailleurs. Voilà. Il fut un temps où même sur Catch-Up, on analysait des shows qui n'étaient pas de la WWE. Ce temps est révolu. Ce temps est révolu puisque là, on avait une fois de plus, tu l'as dit, un SummerSlam incroyable. Moi, je te rejoins, je vais mettre 4,75. Mon flop, ça va un peu. C'est ce que tu disais. Effectivement, c'est plus dans l'emballage et puis le rythme de ce qui se passe un peu entre les matchs. Parce que j'arrive franchement rien à dire sur les matchs. Hein. Même le match qui m'a le moins emballé, c'était celui de Nia Jax contre Bayley, mais il n'y a pas eu de fausse note. C'est exactement le match qu'il fallait faire. Donc, j'oserais même pas le mettre en flop. Le match de Cody, c'est vrai, n'était pas extraordinaire, mais c'était quand même assez solide. Le flop, c'est... Alors certes, ça remplit les stades, on bat des records, mais c'est difficile de l'appeler le WrestleMania de l'été sans le gros décorum et les grosses entrées, quoi. Faut quand même le dire. D'avoir les grosses entrées, ça manque un petit peu. Et au moins qu'on ait une ou deux grosses entrées en plus.
qu'on a eu là. Tant pis s'il n'y a pas le Titantron, mais des entrées flamboyantes, quoi, avec, je sais pas, peut-être pas des chars d'assaut, mais vous voyez ce qu'on veut dire, quoi. Voilà. C'est ça, moi j'attendais quand même l'arrivée de Gunther avec. Ouais, Gunther, il aurait pu avoir un truc énorme. Je sais pas, des enfants de chœur qui chantent, qui font la messe en allemand, j'en sais rien, je sais pas. Ouais, c'est ça, les petits enfants à la croix de fer. Là, Bah ouais, ça aurait été sympa, ouais. Petits chanteurs. Donc, une fois de plus, on se repose sur les superstars, qui assurent entre les cordes. C'est aussi un peu la formule. Ouais, c'est aussi la formule NXT. On peut pas leur en vouloir, parce que c'est des professionnels de la profession là qui nous ont fait un spectacle génial. Mon top, écoute, moi je vais le donner. Je vais le donner aux Twins, Terror Twins, là, comme on les appelle, là, au Judgment Day au général, mais à Rhea Ripley et surtout à Damian Priest là. Tout ce qui entoure le Judgment Day, ça a été de l'or ce soir. En particulier Damian Priest, vraiment là, qui est magnifique dans cette défaite, en fait, j'ai trouvé. C'est ça. Tout donné, c'est son meilleur match, tout simplement, depuis qu'il est dans le main roster. Et pourtant, c'est le match qu'il a vu perdre, mais il a tout donné. En plus, il y avait la foule derrière lui. Il a quand même réussi un face turn assez étrange, je trouve. Ça restait quand même un heel, mais sa droiture et puis son côté réglo et puis cette rivalité là, ces échanges intenses avec Gunther, ce qui aussi en dit long sur Gunther, on dit beaucoup sur Gunther, il a permis là d'avoir la foule derrière lui dans ce match. Et alors puis cette trahison là de Finn Balor aussi, pareil, c'était magnifique. Donc le Judgment Day était au rendez-vous à SummerSlam, ça fait vraiment plaisir, il part de tellement loin. Et un nouveau chapitre peut s'écrire à la fois dans la Bloodline, mais aussi chez le Judgment Day, donc ça c'est superbe. Et donc 4,75, je trouve que c'est une excellente note. Je vais lire très rapidement ce qui a été dit par nos confrères et nos consoeurs sur le chat. Et après, je vous donnerai aussi très rapidement les résultats de SummerSlam, des pronostics, puisqu'on a eu une nouvelle championne ou un nouveau champion roll-up. Alors attends, c'est les avis. Voilà. Que dit Raphaël? Note 4,25. Globalement un super show. Énormément de changements de titre, d'affrontements costauds, des spots magnifiques. Top le match de CM Punk. On l'a entendu, mais on le craignait un peu et c'était irréprochable. Bravo Phil. Flop Bayley. Un règne inoubliable. Si j'apprends demain qu'elle part, ça me fait ni chaud ni froid. Donc là, c'est très personnel. C'est une attaque très personnelle de la part de Raphaël. On sait qu'il y a un mouvement de pensée un petit peu misogyne à catch-up. Raphaël, on essaye un petit peu, on fait tout ce qu'on peut ici pour changer les esprits, mais bon, que voulez-vous. Il était un petit peu déçu du retour de Reigns et du main event. C'est vrai, l'absence totale de surprise et ce retour finalement assez simple et classique, où on sait très bien ce qui va se passer, effectivement, peut être un peu frustrant. C'est ça. Raph veut des scénarios plus complexes. Ouais, voilà. Il veut de l'intensité, il veut être un peu plus surpris. Le Bloodline Rule souffre de la comparaison avec WrestleMania, les spots interventions hyper attendus. Ouais, pas convaincu par le main event, quoi, tout simplement. Voilà. Et que nous dit Letty? Elle nous dit non, ça c'était sur Backlash, donc ça commence un petit peu à remonter. Giscal, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit note 5 sur 5, voilà. Rien à dire, voilà. Évidemment, quand Giscal dit rien à dire, il nous déroule derrière un pamphlet, voilà, des mémoires, voilà. L'audace du booking, les segments intermatch. D'accord, il va falloir qu'il nous en parle, les segments intermatch. Oui, alors le truc avec Jelly Roll était rigolo. Ça, c'était des gros récaps de 15 minutes. Les résultats, les surprises, rien acheté, aucun flop, ou alors Bayley pour le principe. C'est la petite cartouche sur Bayley, l'égyptienne, tellement de top possible, l'écriture, le storytelling, Damian Priest, oscarisable, le Gunther, le retour du OTC Roman Reigns, il en a encore la chair de poule. C'est vrai que même parmi nos auditeurs, tout a été un PLE qui a mis tout le monde d'accord. Concernant les pronos, je l'ai annoncé, les pronos sur catch-up, eh bien, ça se termine par une égalité totale entre les 5 participants qui ont réussi à faire un perfect sur les pronos. Même le tiebreaker n'a pas réussi à les départager. Yamcha, Bébélus, Soli Perfect, Giscal et Jules ne parviennent pas
à se détacher. Donc du coup, il n'y a pas de Roll-Up Champion comme je l'ai annoncé, pardon. Pas de gagnant en fait. Hein. Voilà, le titre reste autour des hanches de, je me demande si c'est pas Yamcha, le papa, le daron, qui était champion Roll-Up en cours. Et puis derrière, eh bien, au classement général, notre ami Biwasber elle est toujours championne, mais rattrapée par Yamcha. Il y a du monde derrière. Voilà, ça se bouscule. Je ne parlerai pas de ta prestation, hein, Ringside, voilà, restons par pudeur. Hein. Voilà, il y a des moments qui sont un petit peu compliqués dans la vie. J'ai fait 2 erreurs, ça y est, ça ne pardonne pas. On est ridiculisé. Hein. Je suis désolé, c'est pas un si mauvais score, mais non. Évidemment, parier contre Cody, c'est un peu idiot. J'étais complètement con, effectivement. Bon, c'est comme ça que c'est terminé. Bon, pardon, oui. Tu voulais annoncer peut-être une petite dédicace en direct sur la libre antenne? Non, c'est ça? Non, pas du tout. Non, du tout. D'accord, ok. Eh ben, c'est comme ça que se termine notre analyse de SummerSlam, notre grosse analyse de SummerSlam. Je vous rappelle que Catch Up, donc ça analyse justement tous les shows de la WWE chaque semaine. C'est simple en plus, comme le dit Ringside, c'est gratuit, c'est gratos pour nous suivre et ne manquer aucun épisode. Il suffit de vous abonner sur toutes les bonnes plateformes de podcast. On est également présent sur les réseaux sociaux. Le lien vers notre Discord est dans la description. Il fonctionne contrairement à ce que nous a dit une certaine personne qui se reconnaîtra. N'hésitez pas à nous rejoindre également pour le concours de pronos, ça ne s'arrête jamais. Et je te remercie, Ringside, d'avoir quitté les plages du Bourget, là, enfin de l'Ouest, là, pour... Paris voilà, du Sud pour nous avoir rejoint, pardon, je vais y arriver, hein, dans notre studio. J'ai eu le coup de chaud, il n'y a pas la clim, il n'y a pas la clim ici. C'est ça, on a chaud, hein, merci. Très, très, très belle prestation encore de ta part et toujours un plaisir hein, de venir à Catch Up. Voilà, je vais aller me remettre un petit peu de crème solaire et puis on va repartir faire bronzette là et manger des chouchous. Super. Qui veut mes chouchous? Eh bien, on vous souhaite évidemment d'ici là à toutes et à tous une bonne semaine comme le catch. Salut. Ciao, ciao, bye bye. Plage du Bourget, carrément. Le mec, il invente des trucs.